Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, l'annonce est faite par le chef de la diplomatie nationale. Le Burkina Faso suspend ses relations commerciales avec la Corée du Nord. Le pays se conforme aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies contre le régime de Pyongyang. C'est l'une des revendications syndicales du secteur de la santé. Une fonction publique hospitalière verra prochainement le jour. En plénière ce 19 décembre, les députés ont adopté un projet de loi portant création de cette fonction publique en vue d'une autonomisation intégrale des structures sanitaires. Dans ce journal, il sera aussi question de lutte contre la corruption avec le RENLAC qui célèbre 20 années d'existence. Les journées nationales du refus de la corruption se déroulent depuis le 1er décembre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Le secrétaire exécutif du RENLAC sera notre invité dans quelques instants. Bienvenue à tous. L'état de dégradation avancée de la route avait suscité la colère de plus d'un. L'axe Kantchari-Diapaga, frontière du Bénin, fait peau neuve. Le président du Faso tient ici la promesse de réhabiliter 145 km de route et partant de désenclaver cette partie du Burkina. 60 milliards de francs CFA sont mobilisés pour la réalisation de ce projet. Nous reviendrons en images et avec un commentaire dans dans quelques instants donc. Le chef de l'État était également au lancement d'une autre infrastructure. Cette fois, c'était à Tawa, au Niger, en marge du 59e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Le président Issoufou et son hôte de marque ont procédé à la pose de la première pierre de cette agence donc de la Banque centrale ouest-africaine. Draman Dadian, reportage. Deux chefs d'État, les mains dans la pâte. Le geste est symbolique. Rochmar Christian Kabouré et Mahamadou Issoufou donnent ainsi le temps pour la construction de l'agence auxiliaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ici à Tawa, dans la région de Lander. Nous sommes au centre-ouest du Niger. Monsieur le Président de la République du Niger, Excellence, Monsieur le Président du Faso, votre présence à cette cérémonie elle honore votre banque centrale. Elle témoigne de manière éloquente de votre attachement à l'intégration sous-régionale, symbole de rapprochement des peuples dans une communauté d'action et de destin. Et nous sommes aujourd'hui heureux de contribuer modestement à cette belle ambition en édifiant à Tawa une nouvelle agence de la BCEAO. L'agence principale est à Niamey. Et pour une troisième agence auxiliaire à l'intérieur du Niger, après celle des villes de Zender et Maradi. Voilà ce à quoi va ressembler l'édifice de la BCEAO dans 20 mois à Tawa, chef-lieu d'une région au riche potentiel agro-pastoral, minier et touristique. Pour la direction de la Banque centrale, il s'agit d'accompagner les autorités des pays membres à rapprocher les services de la BCEAO à tous les pôles économiques dynamiques, afin d'accompagner la bancarisation dans ces localités. Retour donc sur cette inauguration de l'axe de l'axe Kantchari, route frontière du Bénin, avec le chef de l'État donc qui a procédé au lancement donc de la réhabilitation de cette route qui a suscité beaucoup d'engouement ce matin. Le reportage à suivre tout de suite. À travers cet acte, le président du Faso donne ainsi le top départ des travaux de construction et de bitumage de la route Kantchari-Diapaga en Sarga, frontière du Bénin. Longue de 145 km, cette route va désenclaver la région de l'Est et faciliter les échanges socio-économiques entre le Burkina et le Bénin. La région de l'Est est une région importante sur le plan de ses potentialités, aussi bien agricoles, en matière d'élevage, en matière également de tourisme, parce que c'est la zone où il y a les aspects fauniques les plus importants de notre pays. Donc il est important de voir ce projet se concrétiser au bénéfice des populations d'abord, parce que je crois que c'est ça qui est l'aspect essentiel, au bénéfice du développement économique de la région. La réalisation de cette route doit coûter 60 milliards de francs CFA
un financement assuré par la Banque islamique de développement et le budget de l'État. L'entreprise Soroubat et la compagnie sahélienne des entreprises assurent l'exécution des travaux pour un délai de 24 mois. Également la plantation de 8500 arbres, la construction de 19 000 mètres linéaires de murs de clôture, CSPS, commissariat, école. Il est prévu également la réalisation de 16 forages positifs le long du tracé donc de la route. Pour ces populations sorties massivement, c'est un ouf de soulagement après plusieurs décennies d'attente. Faisons 450 km de Ouaga. Combien de femmes ont perdu la vie au cours d'évacuation? Combien d'hommes ont perdu la vie au cours d'évacuation? L'ouverture avec le Bénin, c'est véritablement une économie prospère et gagnante. Franchement, je suis complet. Le ministre des Infrastructures annonce également le lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4, tronçon Gouin-Fadangourma, en passant par Kantchari, frontière du Niger, pour bientôt. Un reportage signé donc de Alassane Tiendrebergo et Mahamadi Ouedraogo. Dans la suite de ce journal, dans la matinée de ce 19 décembre, le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu avec le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Pour Jean Lamy, il a surtout été question d'en savoir plus sur le fonctionnement de la représentation nationale. Salifou Belem et Mounira Kéré. L'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne rend visite au président de l'Assemblée nationale. Une visite de courtoisie pour parler de la place de l'Assemblée dans la coopération entre le Burkina et l'Union européenne, mais aussi de l'accompagnement de cette institution européenne dans le développement du Burkina. Nous avons en particulier échangé sur, compte tenu de l'importance des appuis de l'Union européenne au Burkina Faso, sur les différents dispositifs qui existent, qui permettent de vérifier l'atteinte des résultats sur le terrain du PNDES, avec en particulier le rôle que doivent jouer les députés. Les deux hommes ont également échangé sur la situation politique, économique et sociale du Burkina. Ils ont insisté sur le rôle de l'Assemblée nationale dans la vie démocratique du pays. Dans le fonctionnement démocratique, il y a un jeu d'équilibre entre les institutions, entre le gouvernement, entre les élus locaux, entre l'Assemblée nationale, entre les institutions indépendantes. Et l'Union européenne appuie toutes ces institutions pour que le fonctionnement marche le mieux possible pour le bien de la population, pour le développement du pays. L'Union européenne compte renforcer son soutien à l'Assemblée nationale à travers un programme de vérification et de contrôle de la gouvernance, un programme qui va coûter plus d'1,3 milliard de francs CFA et qui sera signé en 2018 selon Jean Lamy. Restons encore à l'hémicycle où deux lois étaient à l'ordre du jour de la plénière de ce lundi. Les 105 votants ont adopté à l'unanimité la loi portant création de la fonction publique hospitalière et celle portant statut de cette fonction publique. Le compte rendu toujours avec Salifou Belem et Mounira Kéré. Le Burkina a désormais une fonction publique hospitalière. Les projets de loi portant création et statut de cette fonction publique ont été adoptés à l'unanimité des 105 votants. Avec ces lois, plus de 29 000 agents intervenant dans l'offre de soins sanitaires changent de statut et deviennent des agents de la fonction publique hospitalière. La première obligation, c'est de garantir la continuité des services de santé. Deuxième obligation, c'est la qualité des soins. Troisième obligation, c'est l'obligation qui concerne les ressources humaines, c'est l'obligation des services publics exclusifs. Ce sont des projets de loi qui ont pourtant suscité pas mal d'inquiétudes du côté des parlementaires. Au rang des questions adressées au ministre de la Santé, l'absentéisme des médecins, mais aussi et surtout l'incidence financière de ces lois sur le budget de l'État. Le secteur de la santé, avec cette loi, a proposé une augmentation d'environ 20% de la rémunération des agents de santé qui sont concernés par cette loi. Et donc l'augmentation de 20% donne une incidence financière de 36 milliards. Le gouvernement a trouvé que c'était excessif pour garder les équilibres
et a rendu un arbitrage d'environ 5%, qui est de l'ordre de 11 milliards. Et donc c'est ça qui est en négociation avec les partenaires sociaux du secteur de la santé. La loi portant création de la fonction publique hospitalière va également permettre d'améliorer les perspectives de carrière, selon Nicolas Méda. Autre fait marquant de cette plénière, la présence de Tahirou Barry à l'hémicycle. Le ministre démissionnaire de la Culture reprend son siège à l'Assemblée nationale. Il remplace à ce poste son suppléant en la personne de Honorine Ouedraogo Sawadgo. Et pendant ce temps, le rôle des pharmaciens d'officine dans la lutte contre la dengue est au centre d'un panel à Ouagadougou. Plusieurs acteurs de la santé y participent sous l'égide de l'Agora, le groupe africain organisé pour la recherche et l'action en santé, ainsi que l'OMS. Les détails avec Amadou Ilboudo et Mariam Dao. L'Ordre national des pharmaciens du Burkina, 71% des patients se rendent en pharmacie sans ordonnance en cas de suspicion du paludisme. C'est fort de ce constat que dans la lutte contre l'épidémie de la dengue au Burkina Faso, le groupe africain organisé pour la recherche et l'action en santé, Agora, et ses partenaires mènent ici la réflexion pour optimiser la contribution des pharmaciens dans la prise en charge des cas de dengue. Lorsque donc la dengue survient comme ça, alors la population a tendance à aller d'abord en premier ressort dans les officines pharmaceutiques, soit pour chercher des traitements pour soulager leurs symptômes, soit pour se faire diagnostiquer. L'objectif donc de cette rencontre ce matin, c'est de permettre donc aux acteurs de s'asseoir autour de la même table, d'échanger, de discuter sur des pistes qui vont permettre d'opérationnaliser la collaboration entre les pharmacies privées et le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la dengue. Après cette rencontre, ces pharmaciens entendent jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre la dengue et souhaitent une meilleure collaboration avec le ministère de la Santé. Nous attendons que nos données que nous récolterons dans les officines soient comptabilisées dans les systèmes. Parce que depuis longtemps, il y a plein de choses qu'on fait dans ce sens, mais qui ne sont pas documentées, qui ne font pas partie des données au niveau national. Au cours de ce panel, les participants vont échanger sur la situation épidémiologique de la dengue au Burkina et les aspects réglementaires de la réalisation des tests rapides de diagnostic dans les officines. On en vient à cette conférence de presse animée par le ministre en charge des Affaires étrangères. Le Burkina Faso suspend ses relations commerciales avec la Corée du Nord. Des relations qui ont tout de même pesé 21 milliards de francs CFA en 2015. L'Alpha Bari annonce également la prochaine visite de l'émir du Qatar au Burkina. Le compte rendu avec Issaka Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Les relations commerciales entre la Corée du Nord et le Burkina Faso sont officiellement suspendues. Cette suspension vient en application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies contre la Corée du Nord. Après une interpellation des États-Unis en août dernier, le ministère des Affaires étrangères a fait une enquête pour mettre à nu les importations en provenance de la Corée du Nord. Il s'agit principalement de produits pétroliers dont le montant a été estimé à 21 milliards de francs CFA pour la seule année de 2015. Alors, le président du Faso a été saisi, le Premier ministre a été saisi, le Premier ministre a donné instruction au ministre du Commerce et au ministre des Finances de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'importation burkinabé en provenance de la Corée du Nord. Alpha Bari annonce également la visite de l'émir du Qatar au Burkina pour ce 21 décembre. Selon lui, cette visite va permettre de finaliser certains accords dans le domaine des infrastructures et de la santé. Les Qataris sont prêts à financer des centres de cancérologie dans notre pays. C'est quelque chose que nous saluons. Aussi dans le domaine immobilier, là même il y avait un vieux projet qui existait de 10 000 logements. Le ministre des Affaires étrangères a aussi donné l'information du prix Macky Sall pour la paix qui sera décerné au Mogo Naba ce jeudi. Selon les initiateurs de ce prix, le Mogo Naba reçoit cette distinction pour son rôle joué lors du putsch manqué de septembre 2015.
Et puis le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Barry, qui est l'invité ce soir de votre émission de redevabilité et de veille citoyenne, dialogue citoyen. Vous pouvez participer en direct à partir de 21h sur la plateforme www.prisimed.bf ou encore en appelant au 25 40 79 03. Eux étaient plutôt face à leurs militants pour une mise au point. 8 députés du nouveau groupe parlementaire UPC et Renouveau démocratique ont organisé un meeting à Banfora et un autre à Sendou. L'objectif étant d'échanger avec les militants de base de l'Union pour le progrès et le changement, mais aussi de leur expliquer le pourquoi de cette scission à l'Assemblée nationale. Hassan Gourabou et Ismaël Saturnin-Paris nous font le point. À Banfora, tout comme à Sendou, le message est le même. Expliquer aux militants à la base la situation qui prévaut aujourd'hui au sein de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Et ce sont les députés du groupe parlementaire IPC Renouveau démocratique qui donnent leur version. Mais le message que je suis venu porter aux militants, c'est qu'ils doivent cesser de croire toutes les paroles, les mauvaises langues qui sont venues dire que nous, députés frondeurs, nous étions en train de vouloir casser l'UPC. Ce n'est pas cela. La vérité, c'est que simplement, nous exprimons un courant différent du courant de la pensée unique. Divisé sur la question de l'existence de 2 groupes parlementaires du Parti d'Union à l'Assemblée nationale, des militants ne cachent pas leurs inquiétudes. L'inquiétude, c'est que ça va entraîner la scission du parti. Voilà. Alors que l'objectif d'un parti, c'est au moins de se renforcer. Voilà, et de pouvoir conquérir le pouvoir d'État comme ils l'ont dit. Confiant que les militants de base ont compris leur message, les députés du groupe parlementaire UPC-RD estiment défendre une cause noble au service de leur population. C'est à Boromo, dans les Ballets, que se tient la première session de l'année 2017-2018 de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Depuis hier lundi et ce jusqu'au 21 décembre prochain, 15 dossiers impliquant 18 accusés seront jugés, des dossiers qui concernent plusieurs sortes de crimes, nous disent Lamine Karantao et Moussa Sanon. Cour d'appel de Bobo-Dioulasso. La salle d'audience du tribunal de grande instance de Boromo accueille ce lundi 18 décembre la première session de l'année 2017-2018 de la chambre criminelle. Les corps constitués mais aussi les populations sont là pour assister à ces assises. Nous avons des dossiers de crimes de sang, des dossiers qui portent sur des infractions relatives aux violences faites aux femmes et aux filles et des infractions portant donc sur la réglementation des armes et des munitions. En tout, nous avons 15 dossiers qui seront jugés. Dans ces 15 dossiers, on compte 18 accusés, dont 12 qui sont toujours en détention. Cette première session de l'année 2017-2018 de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso siégeant à Boromo dure 4 jours. Elle constitue la première après l'adoption de cette loi du 17 juin 2017 qui régit désormais le fonctionnement, l'organisation et la procédure applicable devant la chambre criminelle. Cette loi a apporté des innovations. Entre autres, je voudrais citer la suppression des jurés dans la composition de la chambre, la création des sections, la création d'une chambre criminelle qui devient une juridiction de second degré et l'obligation pour les conseillers de motiver leurs décisions. Avant l'ouverture de cette première session de l'année 2017-2018 de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso, 2 magistrats nouvellement nommés à la juridiction de Boromo ont été installés. Leur mission contribue à une meilleure administration de la justice dans cette partie du Burkina. À la suite de ce journal, la modernisation de l'administration, on en parle. Un partenariat entre le ministère de l'économie et des finances et une compagnie de téléphonie mobile offre désormais la possibilité de s'acquitter de la taxe de résidence via le téléphone portable. Un moyen de paiement qui se veut moderne et plus efficace. Vous en saurez plus dans ce reportage de Alidou Badini et Mariam Dao. Le ministère de l'économie et des finances et l'opérateur de téléphonie mobile Orange sont désormais partenaires. Un partenariat qui va permettre aux contribuables burkinabés de payer la taxe de résidence à partir d'un compte Orange Money.
Toutes choses qui visent la modernisation des canaux d'encaissement de la Direction générale des impôts et l'amélioration du taux de recouvrement. C'est une plateforme qui va permettre en fait de bénéficier de tout l'apport que les technologies de l'information et la communication peuvent apporter au développement de notre pays, surtout au niveau des services financiers. Il est clair en fait que ce système mis en place va améliorer le système de recouvrement de l'administration des impôts. Et pour le processus de digitalisation, c'est vraiment des pas de gagner. Cette innovation dans le paiement des taxes de résidence est un exemple de partenariat public-privé dont se félicite le directeur général de Orange Burkina. Orange Burkina se veut être un partenaire de la transformation numérique au Burkina Faso. Et c'est ce que nous allons continuer de faire en accompagnant le gouvernement dans ses ambitions de développement économique et social. Parce que, comme vous devez le savoir, l'outil technologique, le numérique, est un puissant levier de développement économique et social. Ce service de paiement de la taxe de résidence à partir du téléphone portable est disponible pour les contribuables de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Le processus va se poursuivre au fur et à mesure dans les autres localités du Burkina Faso. Docteur Claude Ouetta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire exécutif du RENLAC. Ce paiement via le mobile, pensez-vous qu'il est un moyen de lutte contre la corruption? Bon, un moyen de lutte contre la corruption, bon, c'est difficile à dire, mais je pense que ça va faciliter, j'allais dire, le paiement en fait de cette taxe. Parce que si vous devez vous déplacer, aller vous aligner ou vous asseoir pendant longtemps pour payer la taxe, ça pose énormément de problèmes. Et ça crée peut-être des liens aussi avec les agents, mais bon. D'accord. Alors, vous êtes là sur ce plateau pour nous parler donc de la 12e édition des Journées nationales du refus de la corruption qui est placée sous le signe de 2 décennies de lutte du RENLAC. Quel bilan faites-vous justement de ces 20 années de lutte? Je pense qu'il faut dire que ça n'a pas été facile au départ. Au départ, il a été difficile de faire en sorte que les Burkinabés et probablement les gouvernants acceptent que la corruption constitue une préoccupation majeure de notre pays. Heureusement, en fait, nous avons bataillé dur et en fin de compte, on a non seulement accepté que la corruption était un problème majeur dans notre pays, mais on a commencé à mettre en place des institutions de lutte contre la corruption au niveau donc de l'administration publique. Donc aujourd'hui, on est un peu plus à l'aise. Alors, plus à l'aise, mais également peut-être un peu satisfait quant à l'engagement peut-être des politiques qui vous accompagnent dans cette lutte? Oui, bon, l'engagement des politiques, je dirais l'engagement peut-être des structures de lutte contre la corruption. Par exemple, si vous prenez la SELC, actuellement nous avons de très bons rapports. Et par exemple, pour ces journées nationales de lutte, nationales de refus de la corruption, donc on a travaillé ensemble, on a été à Gawa ensemble, et je pense que ça, c'est quand même une très bonne chose. Mais au-delà de la SELC, on a travaillé aussi avec le PNUD, avec d'autres associations comme le RAGIT, comme également d'autres organisations de la société civile, bon, pour que ces journées-là soient un succès. Alors, des activités d'information et de sensibilisation sont en cours, et ce depuis le 1er décembre. C'est ça. Et qu'est-ce qui est prévu pour la suite, surtout que demain, c'est le 20 décembre et c'est la date anniversaire de la création du RENLAC? C'est ça. Bien, nous avons commencé d'ailleurs aujourd'hui même donc notre symposium. Et demain, effectivement, ça va être le clou donc, de ce symposium-là. Aujourd'hui, c'était l'histoire un peu du RENLAC, quelles sont les personnes qui ont permis de créer le RENLAC, comment les gens ont réagi au départ. Et demain, nous allons voir effectivement bon, quels sont les contacts avec les structures administratives, bon, quels sont les contacts aussi avec les médias. Est-ce que les rapports sont de très bons rapports? Et nous avons des personnes, j'allais dire, en tout cas, de très grandes valeurs pour pouvoir nous présenter effectivement donc, ces thèmes-là. Nous-mêmes, on parlera effectivement des perspectives. Donc, après ces 20 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Et
Donc on espère qu'on va continuer le combat. Alors cette deuxième journée sont également celles du contribuable burkinabé, donc du burkinabé lambda. Quel est le message que vous portez aujourd'hui au burkinabé? Bon, nous pensons que les burkinabés sont sensibilisés actuellement à la lutte contre la corruption, mais nous pensons qu'il faut aller plus loin. Et actuellement, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une mobilisation citoyenne pour permettre effectivement, en fait, de faire un contrôle citoyen donc de ce que le gouvernement fait sur le terrain. Voilà. Par exemple, actuellement, on essaie de travailler avec le ministère des Infrastructures pour aller sur le terrain avec les agents du ministère de l'Infrastructure pour voir les grands projets de l'État, comment en fait ils sont mis en chantier, comment les gens travaillent, bon, afin que, bon, j'allais dire, nous puissions apporter notre contribution pour que les projets de l'État puissent être bien menés. Merci à vous, Dr Weta. Merci. Dans la suite de ce journal, à la découverte du médiateur du Faso, l'institution a été choisie par l'Association pour la solidarité et le développement des jeunes pour une sortie pédagogique de ses membres. Actualité oblige, les hôtes de Sarah Sérémé ont voulu savoir le rôle du médiateur dans la crise que vit le système éducatif. Réponse avec Roger Cam et Sanoua Christine Koulibaly. Assidûment, ces jeunes s'informent sur le médiateur du Faso. Ses attributions, son organisation, les modes de saisine, tout ou presque a été expliqué aux visiteurs du jour. Puis vient les échanges directs avec la première responsable de l'institution, avec qui aucune question n'était tabou. Pour ces jeunes constitués en partie de scolaires et d'étudiants, le rôle du médiateur du Faso dans la résolution de la crise du système éducatif a ravi la vedette. Ils ont porté les préoccupations qui sont les leurs, ce qui est juste. Le système éducatif, c'est vrai, traverse des périodes difficiles. Et en tant que médiateur, justement, nous avons ce rôle d'auto-saisine, comme de saisine qui peut être mené. Et nous nous sommes déjà auto-saisis sur bien des questions à ce niveau. Cette visite de l'Association pour la solidarité et du développement des jeunes s'inscrit dans son programme Un citoyen dans la cité. Au sortir de cette visite, je peux retenir que le médiateur du Faso est au service de tout citoyen et tout citoyen qui a un problème avec l'administration peut se rendre au médiateur du Faso pour trouver une solution à son problème. Vraiment, nous sommes très satisfaits. L'accueil était de taille. Nous avons été très bien reçus avec des communicateurs qui nous ont permis de pouvoir toucher du doigt l'institution. Depuis son organisation, son fonctionnement, ses attributions, et nous sommes sortis de cette visite comblée. Des visiteurs satisfaits donc qui comptent aller à la découverte d'autres institutions de la République afin de mieux s'en servir pour la construction de la nation. L'axe 3 du PNDES vise la dynamisation des secteurs porteurs. L'un d'entre eux, la production agro-silvopastorale, se donne les moyens pour y arriver. Une politique est en cours de validation à Ouagadougou. Des experts se sont réunis pour produire un référentiel de qualité. Amado Ilboudo et Estelle Judith Assogba nous en disent plus. Le projet de document de la politique sectorielle de la production agro-silvopastorale pour la période 2016-2025 soumis à l'appréciation de l'ensemble des acteurs, des ministères sectoriels, des organisations professionnelles agricoles, de la société civile et du secteur privé. Ils vont mettre cette journée à profit pour faire des amendements et suggestions en vue de finaliser le dit document et procéder à sa validation. C'est un document qui permettrait à ce secteur-là de pouvoir s'exprimer et faire en sorte que toutes les prévisions qui sont faites puissent être mises en œuvre. Cette politique devrait contribuer à la mise en œuvre de l'axe 3 du PNDS, dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois à travers 3 objectifs spécifiques qui sont développer durablement le secteur agro-silvopastoral faunique et halieutique, développer les infrastructures de qualité et résilientes pour favoriser la transformation structurelle de l'économie et inverser la tendance de la dégradation de l'environnement. Il est toujours difficile de la part des PTF de savoir accompagner de manière efficace un gouvernement qui n'a pas de politique. Maintenant qu'il y a une politique, voilà l'importance vraiment de ce document qui va nous permettre de voir
Vous avez vu quand on a fait le discours qu'on a décliné 3 axes prioritaires. Nous savons que c'est sur ces 3 axes que nous allons mettre notre focus pour un accompagnement le plus efficace possible. Il s'agira également pour l'ensemble des parties prenantes de mener des réflexions sur les aspects de cohérence et de synergie entre cette nouvelle politique sectorielle et les autres documents stratégiques du secteur, tels que le programme national du secteur rural phase 2 et la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une caravane de presse a sillonné la région de l'Est en milieu de semaine dernière. Les hommes et femmes des médias à son bord se sont imprégnés de la lutte menée contre la malnutrition dans cette partie du Burkina. Le phénomène est une réalité, mais connaît donc un recul considérable. Le point de la tournée avec Isiaka Oudraogo et Abdul Rasmane Zongo. La malnutrition, c'est quand un individu n'arrive pas à avoir tout ce dont il a besoin sur le plan alimentaire pour pouvoir répondre à ses besoins au niveau physiologique, aux besoins de l'organisme. L'insuffisance en qualité et l'insuffisance en quantité, les deux associés, ça peut être en excès. Notre souci, c'est quand il n'y en a pas. Et c'est ce qu'on vit dans nos provinces. Après cette tentative de définition de la malnutrition, les hommes de médias, plutôt les caravaniers, bâtons de pèlerins en main, vont se déporter sur le terrain. Oui, ils vont tenter eux aussi à leur tour de vérifier l'exactitude des faits, la réalité ou la prévalence de la malnutrition à Fada et à Machakwali, dans le Grand Orient du Burkina, la région de l'Est, la plus vaste, 17% du territoire national. C'est ainsi que sont occasionnés ou facilités de nombreux échanges avec les représentants de santé, d'ONG, les populations de base et un constat de visu. Par rapport aux complications ou aux conséquences de la malnutrition, il faut savoir que les décès, 50% des décès chez les moins de 5 ans se font sur terrain malnutri. C'est parce qu'il y a la malnutrition que les décès arrivent. L'État burkinabé n'est pas orphelin dans le combat contre la malnutrition et est soutenu par divers acteurs qui font des pieds et des mains pour stopper ou réduire la malnutrition. L'UNICEF, par exemple, est le bras financier de cette lutte, pourvoyeur de devises, d'intrants, d'équipements et de formation. L'ONG GREG, à son tour, intervient dans le préventif en travaillant à éviter la malnutrition. Les 5 dernières années, on était pratiquement un enfant sur 2, pratiquement 50%, un enfant sur 2 était atteint de la malnutrition chronique. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à un enfant sur 3. Donc il y a eu quand même une réduction. Donc on est passé d'environ 50% autour de 30%, 34%. Et les districts sanitaires, quant à eux, sur place, font du curatif en s'occupant des malnutris. L'enfant est référé avec une fiche. Et nous, on essaie d'enregistrer l'enfant, on prend les paramètres et on essaie de voir si l'enfant est réellement malnutri. S'il s'agit d'une forme modérée ou s'il s'agit d'une forme sévère, on enregistre et effectivement on procède par un protocole de traitement. Cette femme se réjouit de l'impact des conseils des agents de santé. Il ne faut pas laisser l'enfant va boire l'eau, il faut laisser 6 mois arriver. C'est pour la santé de ton enfant. Voilà, c'est mieux d'écouter ce que les infirmiers nous disent, c'est pour la santé de nos enfants. Le réseau IJACOD, initiateur de cette caravane, apprécie. Lorsque nous regardons les statistiques qui nous ont été présentées par l'UCRET, vraiment, il y a lieu vraiment de s'en réjouir parce que d'un taux d'environ 47% en 2009, nous sommes aujourd'hui à moins de 31%. En résumé, la malnutrition perd du terrain, mais la vigilance doit rester de mise à travers le renforcement des activités en cours. L'appui à l'élevage, au jardinage, la communication pour le changement de comportement, la sensibilisation d'une manière générale, la promotion de la production vivrière, des aliments fortifiés, comme ici la farine infantile, utilisée pour la préparation de la bouillie pour enfants. Les quotidiens nationaux reviennent en chœur sur l'élection de Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC, la crise qui perdure dans la commune rurale de Saponé et la sortie médiatique de la NAFA sont autant de sujets abordés par Vincent Kiendrebergo dans sa revue de presse. Le pays, son parti, la NAFA, demande à l'exécutif de s'exécuter suite à l'avis définitif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui juge arbitraire la privation de liberté du général dans les conditions actuelles. La NAFA arc-boutait à les décisions onusiennes, écrit aujourd'hui au Faso,
citant au passage le président par intérim du parti, Mamadou Dicko, qui estime que Bassolé est un prisonnier politique, victime de manœuvres politiciennes tendant à l'écarter de la scène politique nationale. Toujours selon Dicko, rapporté ici par l'observateur Palga, c'est le gouvernement qui tiendrait la clé de la résidence surveillée du général en mal de liberté. Saponné un jour, saponné toujours dans les colonnes des quotidiens avec des élèves entrés en résistance suite à la dissolution du conseil municipal par le gouvernement, nous rapporte le pays. Selon le journal, les élèves des lycées et collèges de cette commune ont déserté les classes hier lundi pour entamer ce qu'ils appellent une désobéissance civile jusqu'au rétablissement du conseil municipal. À propos, l'Express du Faso est catégorique. Il faut fermer les classes et renvoyer ces enfants-là. Voilà des élèves qui abandonnent les classes et achètent une bagarre qui n'est pas la leur, commente le journal. Élection très médiatisée à la tête de l'ANC. Ce sera donc Cyril Ramaphosa, car selon l'Obs, les congressistes de Johannesburg n'ont pas voulu seulement voter pour le natif de Soweto, mais aussi contre Zuma, rendant ainsi l'ex-patronne de la Commission de l'Union africaine victime de son patronyme. Ramaphosa peut donc s'attendre au sacre en 2019 en tant que président de la nation arc-en-ciel, sauf tremblement de terre. Mais avant, selon Aujourd'hui au Faso, il devra réussir à manager les susceptibilités au sein de l'équipe décisionnelle du parti, dont 3 à qui Zuma lui donneront du fil à retordre. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, à partir de 21h, votre émission Dialogue citoyen avec le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Barry. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.